Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu Genshin Impact et du Québec. Alors, je vous rassure tout de suite, en réalité, il ne va pas y avoir d'accent québécois dans le jeu. Même si une pointe d'accent québécois, ça pourrait être sympa. Imaginez. Plus un geste, assassin! Boum! Direct des gosses, sucker! Maintenant, tu vas payer pour le crime horrible que t'as fait! En réalité, donc, si je vous parle aujourd'hui du jeu Genshin Impact et du Québec, c'est pour une toute autre raison. Il faut déjà vous dire que ce jeu a permis au studio MiHoYo qui l'ont créé de gagner plus de 2 milliards de dollars. Ouais, ça fait pas mal d'argent. Et du coup, ce studio chinois a décidé de s'étendre et de s'installer dans un pays occidental. Et ils n'ont pas choisi la Californie, ils n'ont pas choisi le Royaume-Uni, ils ont choisi le Québec. Ils vont créer un studio à Montréal. Alors pourquoi? C'est ce que je vais essayer d'expliquer dans cette vidéo. Pour comprendre cela, il faut remonter dans les années 1990. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais je sais que pour la plupart, c'est déjà un sacré voyage dans le temps. Dans les années 1990, en l'occurrence, le Québec cherche une solution pour attirer des entreprises et créer plus d'emplois. Et un consultant et lobbyiste, Sylvain Vaugeois, leur propose un plan, le plan Mercure. Accorder aux entreprises, aux studios de jeux vidéo, des subventions jusqu'à 25 000 dollars canadiens par salarié par an. En disant, vous allez donner une subvention, vous allez attirer les entreprises. Sauf que, en l'occurrence, le gouvernement québécois se dit, c'est quand même assez cher, donc non. Mais Sylvain Vaugeois ne se démonte pas. Il est persuadé que son idée est bonne, que c'est la solution. Du coup, il va contacter une entreprise de jeux vidéo, Ubisoft. En plus, ça tombe bien, ils sont français, ils parlent déjà la bonne langue. Ils ont juste un drôle d'accent pour les Québécois. Alors Ubisoft aujourd'hui, c'est connu notamment pour des jeux comme Assassin's Creed, mais dans les années 1990, c'était plutôt Rayman. Pas la même vibe. Sylvain Vaugeois va leur proposer son plan Mercure. Il va leur dire, venez au Québec et on va vous donner jusqu'à 25 000 dollars par salarié et par an. Sauf que quand Ubisoft arrive au Québec, il n'y a pas de subvention. Et du coup, dans la presse, on se dit, non mais attendez, il y a cette entreprise qui est capable de créer des centaines d'emplois, ce dont on a besoin, et le gouvernement ne veut pas faire un effort de son côté pour leur donner les moyens. C'est le gouvernement québécois, aidé par le gouvernement fédéral canadien, va finalement céder et va leur accorder des subventions. Là, le problème, c'est que vous avez les autres entreprises créatrices de jeux vidéo qui disent pourquoi est-ce que Ubisoft a droit à cette subvention et pas nous? Nouveau scandale. Donc finalement, une loi est votée pour accorder de subventions à toutes les entreprises qui s'installent au Québec et qui créent des jeux vidéo et de subventionner jusqu'à 37,5% du coût de travail. Donc ouais, ça fait quand même pas mal d'argent au final. Alors, si on fait le bilan aujourd'hui de cette politique qui a quasiment 30 ans, qu'est-ce que ça donne? Du côté des critiques, on va d'abord vous dire que de la part des entreprises, c'est juste une stratégie d'optimisation fiscale, qu'elles auraient créé ces emplois de toute façon, donc il n'y a pas vraiment de création d'emplois. On va aussi mettre en avant les mauvaises conditions de travail qu'on peut retrouver dans ces entreprises. Enfin, on va vous dire que non seulement il n'y a pas de création d'emplois, mais que ces salariés qui peuvent être payés plus grâce aux subventions du gouvernement sont finalement piqués à d'autres secteurs qui en auraient besoin. Donc, un bilan qui serait pas très positif. Du côté des partisans de cette politique, on a évidemment plusieurs arguments pour la défendre. On va tout d'abord mettre en avant les milliers d'emplois qui ont été créés par ces entreprises. Et on va dire que ces emplois, directement et indirectement, ont généré plus de croissance et de recettes fiscales pour le gouvernement québécois et canadien que ce que ça a coûté finalement à travers cette politique de subvention. Enfin, on va dire que cela a permis de créer un pôle de compétitivité en regroupant des entreprises spécialisées dans le même secteur qui peuvent donc échanger, où il y a une émulation particulière, des effets de synergie, notamment si on va avoir les mêmes besoins. Par exemple, les universités locales ont créé des programmes spécialisés dans la création de jeux vidéo et que tout cela va finalement être positif de se spécialiser dans un secteur, notamment au niveau du commerce international.
Et d'ailleurs, c'est cela qui a attiré Genshin Impact à Montréal. Donc, ça semble être plutôt une bonne chose. Alors, ok, peut-être que le bilan de cette politique est globalement positif et qu'il y a une raison de la maintenir. Mais jusqu'à 37,5% du coût de travail, ça fait quand même cher. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de réduire un peu la facture? C'est ce qu'a essayé de faire le gouvernement québécois en 2014. Et là, tout de suite, les entreprises de jeux vidéo ont dit ah non, si vous faites ça, nous on se barre. Et du coup, cette subvention est maintenue. Alors ok, le bilan semble globalement plutôt positif. On a raison de maintenir cette politique. Est-ce que pour autant on pourrait pas essayer quand même de réduire un peu le montant de subvention parce que 37,5% du coût de travail, ça fait quand même cher. C'est ce qu'a essayé de faire en l'occurrence le gouvernement québécois en 2014. Ils ont dit est-ce qu'on pourrait pas passer plutôt de 37,5% à 20% du coût de travail? Ça fait quand même déjà pas mal, mais nous ça va clairement alléger notre facture. Et les studios de jeux vidéo ont répondu non, non, non. Si vous faites ça, nous, on va tout simplement se barrer. Et ils ont gagné. Cette subvention est maintenue à son niveau initial encore aujourd'hui. Encore une victoire de la cupidité entrepreneuriale et du capitalisme. Comme toujours, je ne vous raconte pas cette histoire juste pour le plaisir, même si je la trouve intéressante. Il y a évidemment un lien avec le programme de sciences économiques et sociales, notamment avec les chapitres de terminale sur la croissance économique et le rôle des institutions, et sur le commerce international. Je voudrais enfin remercier la newsletter du podcast de NPR Planet Money, qui a apporté cette histoire que je n'ai fait que traduire dans le cadre de cette vidéo. Je voudrais aussi remercier les vidéos de Tête à Claque pour l'accent québécois que j'ai pu apporter du coup au début de la vidéo et de façon plus générale toutes les personnes qui ont créé les ressources que j'ai utilisées dans cette vidéo. Et je vous souhaite maintenant une bonne journée.